Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Dans cet épisode, nous allons parler de ce que l'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Bien trop souvent stigmatisés, ils touchent pourtant beaucoup de personnes, une part importante étant des femmes. Ils se caractérisent par des perturbations significatives et durables dans la relation à l'alimentation. S'alimenter relève de fonctions vitales pour l'être humain. Néanmoins, le lien à l'alimentation s'avère beaucoup plus complexe qu'il peut paraître et peut engendrer beaucoup de souffrance. L'impact sur la santé psychique et les relations sociales est également lourd et conséquent. Une prise en charge adaptée est possible et peut permettre de se rétablir. J'accueille aujourd'hui Laurine. Laurine a accepté de nous parler de son histoire, de son parcours de soins et de son rétablissement. Laurine, aujourd'hui tu as 38 ans, tu es maman de 2 enfants, tu exerces le métier de sophrologue. Tu as vécu une période de vie particulièrement difficile à partir de tes 17 ans. Tu m'as indiqué être tombée malade, en parlant de l'arrivée des troubles du comportement alimentaire dans ta vie. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé pour toi à ce moment-là dans ta vie ? Alors à ce moment-là, je venais de passer le bac, j'avais pris quelques kilos en grignotant un peu n'importe quoi pendant les révisions et j'ai voulu faire un petit régime comme le font beaucoup de jeunes filles à l'arrivée de l'été. Et malheureusement pour moi, le petit régime n'a jamais cessé. J'ai éliminé beaucoup de choses de mon alimentation. Je me suis mise à devenir hyperactive au niveau physique, à faire beaucoup de sport. Et en fait, en quelques mois, j'ai perdu une vingtaine de kilos. Donc c'était de l'anorexie mentale, ce qu'on appelle de l'anorexie mentale. Je refusais de m'alimenter, ça me faisait peur. Et ça m'a conduite à me faire hospitaliser en pédopsychiatrie à l'âge de 18 ans, à la suite de ma première année de fac, car mon poids était beaucoup trop bas et c'était très inquiétant au niveau de ma santé. Je t'interromps, Laurine, simplement pour te demander si cette première hospitalisation, elle était à ta demande. Ouais, cette première hospitalisation, c'est moi qui l'ai demandé. En fait, j'étais vraiment dans un état assez lamentable au niveau corporel. Et en fait, comme et c'est souvent le cas dans cette pathologie, on est souvent très attaché aux études, à la réussite, à la performance scolaire. Je venais de terminer ma première année de fac, ça s'était très bien passé malgré tout, et j'avais envie d'être suffisamment en forme pour pouvoir continuer mes études, donc c'était surtout dans l'optique de me remonter un petit peu physiquement plutôt que me soigner réellement quelque part. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu sens que cette période où tu as été hospitalisée, ça a été un moment pour toi quelque part qui a été aidant? Alors, elle ne m'a pas forcément aidée. Elle m'a aidée dans le sens où j'ai repris du poids, parce qu'en fait, c'était ce qui se passait à ce moment-là, qui ne se pratique de moins en moins à l'heure actuelle. C'était ce qu'on appelait des contrats de poids, c'est-à-dire que c'était une hospitalisation totalement fermée. J'étais complètement coupée de ma famille. Je n'avais pas le droit au téléphone, pas le droit aux lettres, j'avais pas le droit de mettre un pied dehors. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez strict. Donc plus on reprenait du poids, plus j'avais le droit à certaines choses, déjà dans un premier temps de sortir, ensuite d'écrire à mes parents. Et donc du coup, moi, bonne élève que j'étais, j'ai appliqué toutes les consignes. Donc je me suis remise à manger totalement normalement, à peine après avoir mis les pieds à l'hôpital. Donc j'ai repris du poids extrêmement rapidement, parce que mon corps en avait besoin. Sauf que je ne l'ai absolument pas supporté. J'ai repris plus de 15 kilos en un mois et demi. Ce qui est beaucoup quand même. Mon corps, mon esprit ne l'a pas supporté. Moi, je disais aux psychiatres, aux psychologues que tout allait bien, que je le supportais très bien, parce que pour moi, le but, c'était de sortir au plus vite de cet enfermement.
Et donc du coup, j'ai pu sortir au bout de 2 mois. Ils m'ont laissé libre, d'autant que j'étais majeure. C'était un service de pédopsie. J'étais vraiment à la limite, à la frontière. Parce que j'avais 18 ans, donc du coup, ils m'ont laissé sortir. Mais psychiquement, j'étais assez anéantie. Parce que je me reconnaissais plus physiquement, parce que j'ai commencé les crises de boulimie à l'hôpital, c'est-à-dire à manger énormément et ensuite à me faire vomir. Et donc du coup, ça au niveau de la culpabilité, de l'image de l'estime de soi, ça a été très compliqué. Et ça, j'en avais pas du tout parlé à l'équipe soignante parce que je savais que si j'en parlais, c'est clair qu'on n'allait pas me laisser ressortir tout de suite. Dans tout ce que tu viens de me raconter, hein, j'imagine à quel point la période que tu as dû vivre là a été difficile et compliquée. Qu'est-ce que tu ressentais émotionnellement ? Alors à cette période, en fait, émotionnellement, je ne ressentais plus grand-chose. J'ai été assez coupée de moi-même, comme dissociée. Et en fait, je pense que le fait de ne plus m'alimenter, de me couper de mon corps, m'a aussi fait me couper de mes émotions. Quelque part, ça m'a permis entre guillemets à l'époque, donc cette anorexie qui s'est transformée ensuite en boulimie, ça m'a permis de gérer mes angoisses, de gérer mon esprit qui avait tendance à trop réfléchir. Voilà, c'était un peu quelque part comme une protection. Je mets vraiment des guillemets là-dessus parce que c'était très très destructeur évidemment. Donc à cette période-là, tu étais jeune adulte. Comment est-ce que ton entourage, qui j'imagine te fait voir un certain nombre de choses, comment il le percevait, comment est-ce qu'il le comprenait ? Alors ça a été extrêmement compliqué avec mes parents, parce qu'évidemment ils me voyaient maigrir à vue d'œil, vraiment de semaine en semaine. Moi je revenais le week-end de la fac, ils le voyaient sur moi que j'avais encore maigri. Chaque repas c'était un calvaire, c'était vraiment source de conflit parce que je ne voulais rien avaler. D'autre part, j'avais tendance à faire la cuisine. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les troubles alimentaires, en particulier dans l'anorexie mentale. C'est-à-dire que la personne malade va cuisiner pour les autres, sans jamais rien goûter à ce qu'elle cuisine. Et en fait, voilà, on mange quelque part par procuration. Donc voilà, j'ai toujours d'ailleurs 2 jeunes frères avec lesquels ça a été très compliqué aussi cette période. Ça nous a un peu éloignés parce que ils se faisaient du souci pour moi, ils osaient pas forcément l'exprimer, et voilà, ça a vraiment tendu les rapports. Là, quand je t'entends, je me dis que ça devait être difficile face à cette souffrance immense en fait que tu ressentais pour ton entourage, de savoir aussi quoi faire, comment t'aider. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un grand sentiment d'impuissance de la part de l'entourage, que ce soit les parents, les frères, les amis aussi, parce que j'avais toujours des amis de lycée que je voyais puis qui me voyaient dépérir également. Et puis plus tard les conjoints. C'est compliqué, c'est extrêmement complexe pour l'entourage. Donc pour reprendre un petit peu le fil de ton parcours, tu habitais pendant cette période à proximité de ton environnement social et familial. J'ai vécu à quelques dizaines de kilomètres de chez mes parents pendant 4-5 ans, le temps de faire mes études. Ensuite, j'ai passé le CAPES et j'ai été mutée dans un département assez éloigné. Donc en matière de soins, déjà je m'étais coupée un petit peu du soin pendant mes études. J'étais suivie, mais plus ou moins. Enfin, c'était vraiment très très irrégulier.
quelque part, j'étais un peu dans le déni de la maladie. Je savais que ça n'allait pas, je savais que c'était dangereux, mais j'avais pas vraiment envie de me soigner. Je me complaisais là-dedans. Et puis ensuite, après une première année, puisque j'étais prof à la base, une première année d'enseignement qui a été quand même assez complexe, où j'ai reperdu beaucoup de poids. J'ai décidé d'essayer de me reprendre en main et j'ai contacté un CMP dans le secteur. Alors, au début, j'ai eu droit à une psychologue avec laquelle ça se passait bien. Et puis, quelques années plus tard, il y a un jeune psychiatre qui a été muté là-bas également. Et là, on a entamé un vrai suivi, quelque chose qui m'a vraiment convenu et qui m'a permis de m'en sortir. Quand tu parles de suivi, du coup, qu'est-ce que c'était exactement? Est-ce qu'il s'agissait plutôt d'un suivi dans le cadre d'une psychothérapie ou est-ce que c'était la mise en place d'un traitement médicamenteux? Alors, ça a été essentiellement de la psychothérapie. C'était des échanges avec un peu de psychanalyse en arrière-fond. Ça a été surtout un suivi ultra régulier, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et dans les périodes où ça n'allait vraiment pas, ça pouvait être jusqu'à 2-3 fois par semaine. Donc il a vraiment été ultra présent pour moi. Et vraiment, c'est le fait d'avoir pu autant échanger, autant me reconnecter quelque part avec moi-même, avec mes émotions. À chaque fois, il essayait vraiment de me faire sortir mes émotions parce que je ne pleurais jamais en parlant. Ça n'allait pas, mais il n'arrivait pas à me faire pleurer. J'ai mis peut-être 2 ans avant de pleurer dans le cabinet du psychiatre. Au niveau du traitement, on a essayé un maximum de temps de me laisser sans traitement pour justement que ça me reconnecte à moi-même vraiment. Après, j'ai eu des périodes où l'anxiété était telle que voilà, j'avais un anxiolytique ou un antidépresseur, mais c'était vraiment le plus léger possible en fait dans mon cas. Voilà. J'ai l'impression que ce suivi, du coup, t'a apporté beaucoup et t'a permis, en tout cas, de rentrer sur le début d'un chemin de rétablissement. Et est-ce que tu pourrais nous indiquer aussi combien de temps ce suivi il a duré? Oui, voilà, ça a été, on ne peut pas parler de guérison à proprement parler à l'époque. Après cette année d'anorexie mentale pure, j'ai poursuivi avec une petite dizaine d'années de boulimie vomitive. C'était vraiment très très violent, hein. J'ai été très très gravement malade à cette époque, avec des pertes de potassium, des choses qui m'ont entraîné à l'hôpital. Enfin bref, ça a été complexe. Grâce à ce suivi ultra régulier, j'ai pu stopper les crises de boulimie. Donc ça a été déjà un grand pas en avant. J'ai pu retrouver quelque chose dans ma vie qui venait combler le vide laissé par les crises en fait, parce que finalement ça remplissait beaucoup. Savoir que j'étais en couple quand même à l'époque, malgré tout, mais voilà, il y avait toujours ce truc qui était là, qui était plus fort que moi. Voilà. On peut parler de sevrage, hein, limite pour la boulimie. Enfin, moi, je le voyais vraiment comme une drogue. Et c'est un vocabulaire qui peut être repris par pas mal de patientes dans ce cas, même si voilà, les professionnels de santé sont pas très très d'accord avec ça. Ça fait quand même comme une addiction. Enfin voilà, quand on a envie de faire une crise, il faut qu'on fasse cette crise et pour aller mieux quelque part, même si c'est ultra destructeur. Donc là, j'ai pu quand même retrouver un équilibre. Je suis repassée par une phase de restriction parce qu'évidemment, qui dit crise de boulimie, dit c'est une sorte de régulation de mon poids. J'avais toujours peur de reprendre du poids très rapidement, comme ça avait été le cas par le passé. Donc je suis repassée par une crise voilà, par de la restriction, puis ça s'est un petit peu adouci et c'est resté après dans un contrôle, on va dire, un peu orthorexique ou avec vraiment
Il fallait que je mange que ce que moi je préparais, voilà. Mais ça allait quand même un peu mieux déjà. Le suivi dans le CMP a duré 5 ans. Il a été stoppé parce que j'avais demandé une mutation avec mon conjoint de l'époque. Donc forcément, qui dit mutation dit déménagement. J'ai changé de département. Ça a été assez compliqué parce que à ce moment-là, j'étais tombée enceinte suite à un parcours de PMA, une grossesse multiple ultra compliquée qui s'est très mal terminée. C'était des triplés à la base, donc j'ai dû faire une réduction embryonnaire. Et à la fin, j'ai perdu mes jumeaux à 5 mois de grossesse. Donc là, je me suis retrouvée sans suivi dans cette période difficile. Et quelques mois après, suite à une grosse dépression là pour le coup, comme l'hyperactivité physique était venue un peu remplacer le vide, la perte des enfants, j'ai décidé de me faire réhospitaliser dans une clinique TCA vraiment spécialisée là pour le coup en troubles alimentaires. On entend, Laurine, dans ton témoignage ici, que tu es passée par des événements de vie particulièrement complexes qui sont venus aussi s'ajouter à déjà une souffrance, un trouble que tu vivais auparavant. Est-ce que cette deuxième hospitalisation, cette fois-ci dans cette clinique, elle a pu t'apporter des choses ? Moi, en fait, je crois qu'elle m'a surtout permis de faire le deuil quelque part de mes enfants, de me poser, de me connaître moi réellement. Je pense que c'est ça en fait. Sur le plan alimentaire, au final, elle m'a pas apporté grand-chose parce que il y avait déjà du mieux. Ça m'a appris un petit peu à lâcher le contrôle parce que forcément, c'est plus moi qui cuisinais pour moi à la clinique. Voilà, de ce point de vue-là, alimentairement parlant, ça a été un petit peu le lâcher prise, mais ça m'a permis vraiment de faire le deuil, de progresser encore dans ma compréhension de moi-même, de voir également que le métier que j'exerçais à l'époque, à savoir prof de français, allait devenir compliqué à exercer pour moi, parce que le fait de m'occuper des enfants des autres alors que je venais de perdre les miens, c'était très difficile. C'est là-bas que j'ai eu des cours de sophro. Il y avait de la sophro pour les patients. Et du coup, c'est à la suite de ça que j'ai pris une année sabbatique pour me former moi-même à la sophrologie. Et donc, d'hyperactive, je suis passée à quelqu'un d'assez zen qui travaille depuis son canapé. Voilà. On imagine très bien dans ce que tu viens de nous expliquer, du coup le déroulement de ton parcours de vie, voilà, entre ce que tu nous as expliqué sur les débuts de la maladie à 17 ans, et puis ensuite voilà, ces difficultés que tu as traversées, mais aussi ces accompagnements que tu as pu trouver sur ce parcours, que ça soit à travers du coup la rencontre avec ce psychiatre dans ce CMP, mais aussi cette clinique pluridisciplinaire qui a pu également t'apporter. C'est donc ensuite que tu as rencontré ton conjoint actuel avec lequel tu as eu ton premier enfant. Totalement, donc effectivement, quelques mois après, ça a été un gros bouleversement parce que j'ai quitté un peu du jour au lendemain le papa des jumeaux. J'ai rencontré mon mari actuel, et donc je suis tombée enceinte naturellement parce que j'avais dû passer par la PMA pour la première grossesse. Là, je suis tombée enceinte totalement naturellement d'un petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Alors la grossesse a été un peu compliquée dans le sens où c'était très angoissant par rapport à la grossesse précédente. Forcément, j'avais beaucoup d'angoisse. Le jour de l'accouchement prévu coïncidait à peu près avec le jour de la perte de mon deuxième enfant, donc du jumeau. Donc c'était vraiment ultra angoissant. Sur la fin, je perdais du poids. Enfin, j'ai quasiment pas pris de poids pour cette grossesse-là. Donc voilà, après tout s'est bien passé. J'ai accouché d'un beau bébé voilà, de 3,7 kg alors que j'avais quasiment pas pris de poids et que
j'étais vraiment toute menue. Mais voilà, les mois qui ont suivi ont été compliqués. Pendant cette grossesse-ci, le trouble alimentaire s'est réactivé. Il y a de nouveau eu des crises de boulimie. Après, j'étais suivie. Je me suis pas trop culpabilisée dans le sens où voilà, le bébé, je savais que tout allait bien pour lui. Je savais que c'était un moyen de gérer mon angoisse. Donc je me suis pas culpabilisée encore de manière trop grande là-dessus. Et du coup, après, ça s'est régulé. Alors, il y a encore eu pas mal de contrôles dans les premières années de vie de mon fils. Il y avait quelques petits soucis familiaux, je pense, qui étaient source d'angoisse. Et donc, forcément, plus j'ai d'angoisse, plus j'ai tendance à me rabattre sur du contrôle, plus j'avais tendance à me rabattre sur du contrôle alimentaire. Ensuite, on a eu le confinement, qui s'est plutôt bien passé, mais qui a fait ressortir un petit peu le trouble alimentaire. À partir de ce moment-là, j'ai repris, parce que j'avais du nouveau plus de suivi, j'ai repris un suivi psy qui m'a bien aidée. Simplement le fait d'aller parler un petit peu, ça m'a remis dans le droit chemin, si je puis dire. Et ensuite, en fait, je suis à nouveau tombée enceinte d'une petite fille cette fois-ci. Alors en fait, j'ai assez mal pris entre guillemets, le fait que je sois enceinte d'une fille, parce que ça m'a fait ultra peur. En fait, parce qu'il y a une grande part de génétique quand même, enfin c'est pas que de la génétique, mais il y a une part de génétique dans le trouble alimentaire. Et du coup, j'ai eu vraiment très peur. Alors la grossesse, là, cette fois-ci, s'est bien passée. J'ai pris du poids. Pareil, j'ai accouché d'un assez gros bébé. J'ai eu quelques crises également de boulimie pendant ces grossesses, mais pareil, je me suis assez vite déculpabilisée de ça. Ça s'est totalement arrêté une fois la petite née. Je l'ai allaitée 6 mois. J'ai perdu énormément de poids en allaitant, alors que je mangeais plus. Et là, en fait, je crois que c'est vraiment ça qui a été le déclencheur de la guérison totale. C'est-à-dire que je me suis vraiment inquiétée pour une fois de ma santé, et que du coup, j'ai pris rendez-vous avec un diététicien spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, qui m'expliquait que voilà, mon corps s'était suradapté quelque part. J'ai pu tomber enceinte à un poids relativement faible. Voilà, j'avais mes règles à un poids relativement faible. Et en fait, j'ai dû augmenter mes apports vraiment de façon assez conséquente, vraiment, pour pouvoir me remonter. Et du coup, là, le contrôle a totalement lâché, parce que j'ai vu qu'en mangeant de grandes quantités, en fait, je prenais pas tant de poids que ça. Et du coup, actuellement, je suis complètement stabilisée, je mange normalement, je me pose plus aucune question. Donc, voilà. J'ai l'impression, en t'écoutant, que cette dernière grossesse a pu t'aider à rompre en fait les dernières barrières quelque part avec la maladie. Ouais, totalement. Et donc là, on parle même de guérison, ce qui est très très enthousiasmant pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui peut-être se sont retrouvés ou se retrouvent aujourd'hui dans une situation similaire à la tienne. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça se passe totalement normalement. Je mets des guillemets parce qu'il y a... Qu'est-ce que la normalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire que je me pose plus de questions par rapport à l'alimentation, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, parce que pour mon fils, j'avais un peu tendance à passer mes inquiétudes sur lui, du coup à reporter mes angoisses sur lui dans ses premières années de vie. Actuellement, non, plus aucune angoisse alimentaire. Je mange absolument de tout. Je me prive de rien. Au niveau social, moi j'ai plus aucun frein social lié à l'alimentation, dans le sens où voilà, j'ai tout réintroduit, je mange de tout. Le fait que quelqu'un d'autre cuisine pour moi, ça ne me gêne plus du tout, ça ne me crée plus aucune angoisse. Pendant des années, ça a été effectivement très complexe d'aller à des repas. J'y allais, mais ça,
je m'en rendais malade des jours et des jours à l'avance. J'essayais de compenser par du sport, ou des vomissements également, ou en réduisant mon alimentation avant, après. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'était plus du tout serein. Actuellement, c'est source de plaisir, de joie, donc ce que ça doit être normalement. Donc ça c'est chouette, c'est une vraie liberté retrouvée en fait, vraiment. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça, d'entendre ton témoignage. Donc tu as vécu ce trouble du comportement alimentaire qui a duré à peu près une quinzaine d'années au total. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver un petit peu du sens quelque part à mettre sur ce qui s'était passé? Alors, j'ai beaucoup et longtemps cherché les potentielles causes de cette maladie. Alors, il y en a plusieurs, c'est vraiment multifactoriel. Il y a eu des deuils. Je me suis retrouvée la seule fille de la famille à 9 ans quand j'ai perdu ma seule cousine en fait. Donc à ce moment-là, je suis un petit peu devenue adulte. Déjà que j'ai une certaine précocité intellectuelle, là cette dissociation en fait dont je parlais au début avec l'anorexie mentale, elle est intervenue dans ma vie un peu à ce moment-là. J'ai eu l'impression vraiment de me sentir éloignée des autres enfants de mon âge. Je suis devenue adulte quelque part. J'ai perdu ma grand-mère également maternelle, de laquelle j'étais très proche à 17 ans, au moment où je suis tombée malade et où je suis partie à la fac. Petite, donc de mes 4 ans jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai fait de la gym de façon assez intensive. À la fin, j'en faisais 10 heures par semaine. Donc il y avait quand même un rapport au corps et à la souffrance corporelle qui a été là très tôt. C'est-à-dire que quand on fait de la gym à ce niveau-là, on n'a pas trop le droit de dire qu'on a mal quelque part, etc. Donc mes émotions, elles étaient un petit peu aussi cassées, parce que si je disais que ça allait pas, c'était pas bien. La communication avec mes parents était assez compliquée également. C'était surtout basé sur les résultats scolaires, les résultats de gym, voilà. Et moi, j'avais tendance, c'était une tendance aussi personnelle, à garder les choses pour moi. Et puis, comme je réfléchissais beaucoup, j'ai commencé à réfléchir à des questions philosophiques autour de 11-12 ans. Voilà, la philo, ça m'intéressait. Donc j'ai commencé à lire des bouquins de philo à ce moment-là. Et puis, pour moi, quelque part, le corps, c'était comme une espèce d'entrave à l'esprit. Donc en fait, ça a pris de la place. Donc en fait, tout ça sont des potentielles causes. Après, il n'y a pas une seule cause qui peut expliquer. Dans certains cas, ça peut être des viols, des choses comme ça. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas, mais voilà, ça l'est assez souvent malheureusement. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose aussi, voilà, qui m'a permis de me couper de mes émotions et de gérer mon anxiété. Ce que tu me dis là, ça me fait beaucoup écho à ce que tu as évoqué du coup au tout début de l'épisode, sur le fait que quelque part cette maladie pour toi était parfois comme une sorte de protection en fait à l'angoisse très profonde que tu pouvais ressentir. C'est ça. En fait, c'est difficile. C'est peut-être pour ça que c'est une maladie qui est si difficile à soigner. Et c'est une des rares maladies où le malade ne veut pas se soigner à un moment, surtout au début, parce que justement il y a plusieurs choses. Alors il y a le côté psychologique effectivement qui rentre en ligne de compte, mais il y a tellement de modifications du système nerveux, etc., avec les modifications alimentaires, le jeûne, etc., que du coup ça entraîne tout plein de process qui font que quelque part on a une sorte, je mets des gros guillemets, mais c'est quelque chose qui est repris par les spécialistes, de lune de miel avec la maladie au début, parce qu'on se sent fort, parce que on se sent très bien
en fait, au début, un peu comme quelqu'un qui prend de la drogue, justement, qui va se trouver, on a trouvé la recette miracle, enfin, voilà, et ce qui est faux. Évidemment, c'est totalement faux et c'est ultra destructeur et c'est très mortel. C'est quand même une des maladies mentales qui tue le plus. Voilà, donc ça, il faut pas l'oublier. Mais voilà, ça permet dans un premier temps, on va dire, de soulager quelque chose. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué à soigner. Un grand merci à toi, Laurine, pour avoir accepté de nous livrer ton témoignage sur ton vécu, mais aussi tes expériences auprès des différents professionnels de santé que tu as pu rencontrer tout du long. Nous retiendrons qu'aujourd'hui tu as dépassé cette vague, si on peut l'appeler ainsi, et que tu vas mieux, même beaucoup mieux, ce qui est vraiment très réjouissant. Pour compléter ton témoignage, j'ai contacté sur tes conseils la docteure Camille Ringot, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Doc TCA et avec qui j'ai la chance de poursuivre cet épisode aujourd'hui. Avant d'accueillir Camille, j'en profite pour vous dire qu'il reste encore un gros morceau d'épisode, c'est-à-dire qu'il vous reste à peu près 40-45 minutes d'écoute. Donc si vous avez besoin de faire une pause, c'est maintenant. Je vous invite à mettre sur pause et à revenir tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, bref, quand vous en aurez envie. Camille, vous êtes psychiatre, addictologue et spécialiste des troubles des conduites alimentaires dans 2 structures hospitalières à Paris. Vous avez également publié le livre « Jeune régime minceur, la grande manipulation » aux éditions Larousse. Bonjour Camille. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur Hippocampe. Nous allons parler des TCA, donc les TCA qui sont les troubles des conduites alimentaires et non du comportement alimentaire, comme j'ai pu l'énoncer au tout début. Camille, est-ce que vous pourriez en quelques mots définir ce que sont les TCA ? Oui, tout d'abord déjà merci de m'avoir invité, merci de me laisser la parole et de laisser la parole à des témoignages aussi, parce que c'est vraiment important. Effectivement, on parle plus aujourd'hui de troubles des conduites alimentaires et pas de troubles du comportement alimentaire, même si en pratique on l'utilise encore beaucoup et que c'était ce qui était utilisé en fait il y a encore quelques années. Aujourd'hui on parle de conduite parce qu'on englobe aussi bien les comportements que les pensées. En fait, donc ça englobe plus de choses, c'est plus large et donc on parle de conduite alimentaire. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Pour reprendre un peu une définition du coup, donc les troubles des conduites alimentaires, déjà pour les définir de base, ce sont des maladies psychiques graves, dont on parle trop peu, ça c'est pour ça que c'est plutôt bien d'en parler ici sur un podcast, qui sont trop peu connus malgré une prévalence, en tout cas une quantité de personnes touchées qui est très très importante. En pratique, ça se caractérise par une souffrance psychique associée à des perturbations significatives de la prise alimentaire. Les personnes qui vont être atteintes de ces troubles accordent généralement une importance démesurée à leur poids, ce qu'on appelle des préoccupations pondérales, et à la forme de leur corps ou à des parties spécifiques de leur corps, ce qu'on appelle des préoccupations corporelles. Ces troubles-là, ils peuvent entraîner, selon les situations, donc des variations pondérales importantes, une mésestime de soi, liée au poids, liée à la silhouette, liée à la forme du corps. Ça peut entraîner aussi des obsessions, en particulier des obsessions sur le plan alimentaire, des perturbations de l'image de soi. Donc, dans certains cas, on a ce qu'on appelle une dysmorphophobie. La personne ne se perçoit pas telle qu'elle est réellement, elle peut surestimer sa silhouette, mais on va aussi avoir des symptômes comme des croyances dysfonctionnelles qui vont entretenir, voire aggraver les troubles. C'est ce dont je parle effectivement aussi un peu beaucoup dans le livre. Par exemple, si je mange des féculents le soir, j'ai cette croyance que ça va me faire grossir, et donc ces croyances-là qui peuvent être liées à notre éducation, notre parcours, etc., mais qui peuvent aussi être liées à une maladie, vont maintenir finalement les symptômes et entretenir les maladies. Et de manière moins spécifique, on va avoir pour les troubles alimentaires souvent des symptômes anxieux et des états dépressifs associés, qui sont aussi très importants à prendre en compte dans la prise en charge. Merci pour ce premier éclairage. J'aimerais vous demander quelle est la différence avec une frontière que j'imagine parfois très subtile entre le diagnostic d'un TCA et certaines difficultés que l'on peut éprouver dans sa vie et dans son rapport à l'alimentation.
Alors, comme on disait juste avant, en fait, les troubles des conduites alimentaires, les TCA, qui englobent plein de types différents, sont des maladies qui sont des maladies qui sont classées, classifiées, avec des diagnostics et des critères pour confirmer le diagnostic qui sont assez précis. Donc, en fait, si on rentre dans les critères qui sont définis par les classifications, on va pouvoir parler de troubles des conduites alimentaires, et souvent, ce sont des troubles qui vont avoir des répercussions, en fait, sur l'ensemble des domaines de la vie de la personne, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social, amical, etc. Donc on va avoir vraiment des répercussions au quotidien qui vont durer depuis longtemps. Et donc ces personnes-là vont avoir des critères spécifiques qui vont définir effectivement des troubles des conduites alimentaires. Et ensuite, en dehors de ces situations-là, on va avoir des personnes qui vont présenter ce qu'on appelle des désordres de la prise alimentaire, ou enfin des désordres ponctuels, ou en fait qui ne rentrent pas dans les critères définissant les troubles des conduites alimentaires de façon très spécifique. Et c'est ce qui va faire la différence, mais finalement ce qu'il faut retenir, c'est que déjà les désordres de la prise alimentaire, ils peuvent évoluer vers des troubles des conduites alimentaires, et qu'en fait ces désordres-là, ils sont aussi source de souffrance importante, et qu'il faut pas hésiter à les prendre en charge en fait, et à aller consulter dans ces situations-là, parce que justement c'est source de souffrance, que ça nécessite des soins, ça nécessite un accompagnement aussi pour éviter une évolution vers un trouble des conduites alimentaires plus caractérisé. Donc en fait, l'idée, ce serait de pouvoir se faire accompagner par un professionnel dès les premières manifestations de symptômes. Ouais, ce serait ça, ce serait l'idéal en fait, de se dire là j'ai l'impression que je suis en train de mettre en place un régime, donc je le conseille à personne, les régimes ne sont pas efficaces, mais bon, certes, ça peut arriver, on a envie de faire un peu comme tout le monde, c'est la mode, c'est l'été, j'ai envie de faire comme les copines, j'ai envie de perdre un peu de poids, je mets en place un régime et je vois que je perds un peu le contrôle, que je me sens pas bien, que j'ai envie d'aller plus loin, que je comprends pas trop, qu'il y a quelque chose qui change. On peut pas parler d'emblée d'un trouble des conduites alimentaires spécifique, d'anorexie mentale ou autre, mais il y a déjà quelque chose qui va pas, et si j'arrive à m'en rendre compte, ou que mon entourage me le fait remarquer, ce serait vraiment idéal de pouvoir aller consulter à ce moment-là, parce que plus on prend en charge les choses de façon précoce, et mieux c'est en fait pour l'évolution. Donc en effet, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Pour continuer un petit peu la définition des TCA, tout à l'heure vous avez abordé la notion d'anorexie mentale. Laurine, dans son témoignage, a également parlé de boulimie. Est-ce que vous pourriez définir les différents types de TCA ? Oui, donc le plus souvent, les plus fréquents troubles des conduites alimentaires, c'est effectivement l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, comme l'évoque Laurine, et il y a aussi l'hyperphagie boulimique. Donc ce sont les 3 troubles les plus identifiés, les plus fréquents parmi les troubles des conduites alimentaires. Mais effectivement, la liste, elle s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres troubles qui sont moins connus, qui existent, comme par exemple le méricisme, comme des formes pas complètes de diagnostic connus, comme l'anorexie à poids normal, l'anorexie mentale à poids normal, d'autres troubles des conduites alimentaires de type hyperphagie nocturne. Donc il y a vraiment beaucoup de formes différentes de troubles des conduites alimentaires qu'on connaît moins, mais qui existent et qui sont aussi à l'origine de souffrances importantes. Et on va avoir des troubles qui rentrent pas complètement dans les cases, mais qu'on met sous le terme de troubles des conduites alimentaires non spécifiés, parce qu'ils rentrent pas complètement dans certains critères. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Les 3 entités les plus connues, c'est effectivement l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Donc l'anorexie mentale, c'est une maladie qui est quand même assez fréquente. Elle touche en France près de 200 000 personnes. Elle va se caractériser par des restrictions énergétiques par rapport aux besoins, c'est-à-dire que je vais manger moins, je vais diminuer mes quantités et ma qualité alimentaire, donc je diminue mes apports énergétiques, ce qui va m'amener à un poids significativement en dessous de la norme, en dessous de ce qui est attendu pour moi, en dessous de ce qui est attendu par rapport à mon âge, par rapport à mon sexe, par rapport à la trajectoire développementale. Donc ça, c'est vraiment des points les points caractéristiques de base, associés à une peur vraiment intense de prendre du poids, ou une peur intense de devenir gros. Donc avec des comportements persistants pour limiter la prise de poids alors qu'il est déjà en dessous de la norme. Et on va avoir comme dernier critère une altération de la perception du poids et du corps,
qui va influencer l'estime de soi avec un déni persistant de la gravité de la maigreur actuelle. Donc cette altération de la perception du poids et du corps surtout, c'est ce que je disais au tout début, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. On va avoir des personnes qui vont souvent surestimer leur silhouette. Alors c'est pas systématique, mais c'est très fréquent dans le cadre de l'anorexie mentale. Donc ça c'est l'anorexie mentale, donc ça se définit effectivement, donc les restrictions, le poids qui est inférieur à la normale, une peur intense de devenir gros et une altération de la perception du poids et du corps, avec un déni plus ou moins important, souvent plus présent au début de la maladie. Parmi l'anorexie mentale, on va trouver 2 types. On a l'anorexie restrictive pure, donc c'est des personnes qui vont se restreindre sur l'alimentation, plus ou moins avec de l'hyperactivité physique, ce qu'on retrouve quand même assez souvent, et une forme avec accès hyperphagique et conduite de purge. En fait, là, c'est là où des fois on a la confusion avec la boulimie nerveuse. La différence, c'est que là, on a un poids en dessous de la norme, qu'on a une peur de prendre du poids, qu'on cherche à perdre du poids, et donc on va avoir des accès hyperphagiques, donc comme des crises de boulimie, donc des moments où on va manger vraiment beaucoup de nourriture, et derrière, on va avoir des conduites de compensation, soit par vomissement, soit par des restrictions encore plus importantes, soit par de l'hyperactivité physique. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs méthodes différentes. Donc ça, l'anorexie mentale, on a aussi 2 types. Ensuite, si on passe sur le diagnostic de boulimie nerveuse, donc la boulimie nerveuse, ça va se définir par la répétition de crises d'hyperphagie, durant lesquelles on va manger rapidement une grande quantité d'aliments et qui va engendrer en fait une culpabilité et une souffrance majeure. Dans les suites de la crise, la personne elle va ressentir un besoin de contrebalancer cette prise alimentaire qui est très importante pour éviter l'impact sur le poids. Elle ne cherche pas forcément à perdre du poids, mais elle cherche à limiter l'impact des crises par des conduites compensatoires. Et comme je le disais pour l'anorexie mentale du coup, ces conduites compensatoires, ça peut être, donc le plus fréquent, ce sont les vomissements, donc les purges, ce qu'on appelle des purges. Ça peut être la prise de laxatifs, ça peut être la prise de diurétiques aussi. Enfin, il y a plusieurs médicaments qui peuvent être pris comme ça pour compenser. Ça peut être compensé par des restrictions alimentaires également. Il n'y a pas forcément de vomissement quand on souffre de boulimie. Et ça peut être compensé aussi par une hyperactivité physique. Donc ça arrive également. Donc on voit bien qu'il y a des symptômes qui se recoupent avec l'anorexie mentale. Enfin voilà, ça peut être compliqué en fait de faire la distinction. C'est pour ça que c'est important d'avoir un diagnostic par un médecin spécialisé. Et la grande différence entre l'anorexie mentale et la boulimie, finalement, c'est que la boulimie nerveuse, on a souvent des personnes qui ont un poids qui se situe dans une norme, entre guillemets. Alors pas forcément des personnes qui vont être à leur poids de forme, ils peuvent être un peu en dessous, ce qui va expliquer les crises et les pertes de contrôle. Mais dans tous les cas, ça va moins se voir parce qu'on n'aura pas cet aspect de dénutrition visible. Ça n'empêche que c'est une maladie extrêmement grave avec des complications qui sont mortelles et qu'il faut, même si ça ne se voit pas physiquement, être très 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 vigilant par rapport à ces maladies-là. Donc la différence entre cette 2e catégorie d'anorexie dont vous avez parlé tout à l'heure et la boulimie, ça va être surtout la question du poids. Oui, la différence entre la boulimie et l'anorexie, c'est que la boulimie, effectivement, on a un poids qui se situe plus dans une norme. En tout cas, il n'est pas inférieur à la norme. Il n'y a pas d'état de dénutrition en termes de critères pondéral, mais il peut y avoir une dénutrition par des carences. Ça reste très fréquent. Et la grande différence, c'est que dans la boulimie nerveuse, on va avoir une répétition de crise, alors que dans l'anorexie mentale, on n'a pas forcément de crise d'hyperphagie. Ça peut être un sous-type, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent. Et dans le dernier trouble des conduites alimentaires le plus fréquent, et c'est d'ailleurs le plus fréquent de tous les troubles des conduites alimentaires, et on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, à la différence de la boulimie, on pourrait confondre un petit peu les deux, mais à la différence de la boulimie, c'est que ce trouble-là, on va avoir des crises d'hyperphagie répétées. Donc je prends des grandes quantités, j'absorbe de grandes quantités de nourriture en un court laps de temps. Et derrière, je vais me sentir mal, il va y avoir une souffrance psychique, physique aussi, de la culpabilité souvent. Et il va pas y avoir de conduite de compensation. C'est la différence avec la boulimie nerveuse. Dans l'hyperphagie boulimique,
Je vais pas chercher à compenser ce que je viens de manger. Je vais me sentir très mal. Souvent, enfin voilà, c'est des personnes qui vont s'isoler, qui vont être en très grande souffrance, mais je vais pas compenser. Et du coup, la conséquence derrière, c'est que je prends du poids et je me retrouve dans des situations souvent de surpoids, voire d'obésité, qui ont eux-mêmes leurs complications derrière. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision un peu globale sur ces 3 types de troubles. En début de podcast, en introduction, je parlais des catégories de personnes qui étaient le plus touchées, en citant les femmes. Est-ce que vous auriez des éléments, des chiffres à nous donner sur cette question, qui sont les personnes qui sont touchées par les TCA ? Ce qui est important, déjà, le plus grand chiffre, le plus important qu'on a ces derniers temps, c'est que en France, il y a près d'1 million de personnes qui sont concernées par les troubles des conduites alimentaires. Donc c'est énorme. Je parlais tout à l'heure pour l'anorexie mentale, on est à 200 000 personnes en moyenne environ en France. Ça touche davantage les femmes, mais ça dépend des troubles. Faut vraiment avoir en tête que ça peut toucher tout le monde. Les troubles des conduites alimentaires, ça peut toucher aussi bien les hommes, les femmes, toutes classes sociales différentes, à tout âge, même si on observe certains pics de prévalence d'apparition des troubles chez l'adolescent, etc. Faut vraiment garder en tête que ça peut survenir à tout moment, à tout âge, dans n'importe quel contexte. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'anorexie mentale, on a beaucoup plus de femmes qui sont touchées que d'hommes, avec une prévalence, un pic d'apparition des troubles qui va être plus vers la puberté et l'entrée à l'âge adulte. Dans la boulimie nerveuse, on aura aussi plus de femmes, mais ça commence à s'équilibrer un petit peu. Il y a quand même plus d'hommes que dans l'anorexie mentale. Et au niveau du début d'apparition des troubles et du pic de prévalence, on est plutôt vers le début de l'âge adulte aussi l'adolescence, plutôt dans ces eaux-là. Et après, pour l'hyperphagie boulimique, ça va s'équilibrer encore plus. Donc on va avoir encore plus d'hommes, quasiment presque autant d'hommes que de femmes qui vont être touchés. Et ça va être d'apparition un petit peu plus tardive que l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse. On est plus vers le jeune adulte, plus vers 25 ans à peu près. Je sors un chiffre comme ça, mais c'est pour montrer qu'il y a une évolution en fait entre les 3 troubles. Il va y avoir de plus en plus d'hommes touchés vers l'hyperphagie boulimique et à un âge qui va être un petit peu plus tardif. Mais encore une fois, ça reste des données, on voit effectivement les pics de fréquence, etc. Mais on voit aussi des personnes débuter des troubles des conduites alimentaires, que ce soit anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, beaucoup plus tard, voire beaucoup plus tôt, avec des formes prépubères. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et en dehors de la France, dans le monde entier, on voit que plein de personnes de cultures différentes, de modes de vie différents, d'âges différents vont être touchés par ces troubles-là, avec des particularités liées justement souvent à leur culture, mais c'est vrai que ça touche tout le monde en fait. Voilà, cette première partie nous permet de mieux comprendre ce que sont les TCA. J'aimerais maintenant en venir à cette deuxième partie sur plutôt l'origine des troubles. Quand je pose cette question à Laurine, elle me répond que ces troubles seraient potentiellement d'une origine qu'elle nomme comme multifactorielle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine d'un TCA ? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'origine des troubles est toujours multifactorielle, justement. Comme le dit très justement Laurine, pour tous les troubles des conduites alimentaires, on a des origines multifactorielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il va pas y avoir une cause qui va amener au développement de la maladie. Et ça, c'est très important parce que des fois, on va rechercher une cause, ou on va se focaliser sur une chose, on va essayer de régler une chose. En fait, c'est un ensemble de facteurs qui va faire qu'on développe à un moment donné dans sa vie un trouble des conduites alimentaires. Donc ça va être l'association de différents facteurs, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs déclenchants et des facteurs d'entretien qui vont ensemble, dans une situation donnée, chez une personne donnée, engendrer le développement de la maladie. Ils vont être différents d'un individu à l'autre et ils peuvent être multiples dans chacune des catégories. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs facteurs de vulnérabilité, plusieurs facteurs déclenchants, plusieurs facteurs d'entretien.
Est-ce que vous pourriez juste détailler ce que sont ces différents facteurs ? Alors du coup, les facteurs de vulnérabilité, ça va être par exemple des facteurs génétiques, des facteurs en lien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une prédisposition génétique, on a un environnement qui fait qui véhicule beaucoup de croyances autour de l'alimentation, qui induit beaucoup de préoccupations corporelles par exemple, donc qui va faire qu'on grandit en fait dans un environnement où on n'est peut-être pas satisfait de son corps, une éducation, une pression socioculturelle aussi qui va nous montrer des images de corps minces, d'idéaux corporels qui correspondraient pas à son corps, etc. Donc ça, c'est des facteurs qui vont nous rendre vulnérables. Ça veut pas dire que ces facteurs-là vont faire que je vais forcément développer un trouble des conduites alimentaires. Mais il faut ces facteurs de vulnérabilité pour que derrière, en association à d'autres, je développe le trouble. Donc voilà, ça va être un peu les facteurs de vulnérabilité, ça va être un peu le terreau dans lequel va naître la maladie. Donc c'est une mauvaise estime de soi, des troubles anxieux, ça va être effectivement le fait de ne pas être satisfait de son corps, le fait d'avoir une pression sociale sur son corps, le fait d'avoir une éducation autour des régimes, des choses comme ça, et ça va être aussi des facteurs génétiques comme dans toutes les maladies psychiatriques. Donc ça, c'est les facteurs de vulnérabilité. Ensuite, on a les facteurs déclenchants, donc qui viennent se rajouter à cette vulnérabilité de base, j'ai envie de dire. Les facteurs déclenchants, ou qu'on appelle aussi précipitants, c'est exactement ce que dit Laurine. Ça va être par exemple la mise en place de régimes. C'est le plus fréquent facteur déclenchant de troubles des conduites alimentaires. La mise en place de régimes à visée amaigrissante. Les facteurs déclenchants, ils se rajoutent à un facteur de vulnérabilité. C'est pas parce que je fais un régime que je développe un trouble des conduites alimentaires. Mais si j'ai cette prédisposition, enfin cette vulnérabilité un petit peu de base et que vient s'ajouter un facteur déclenchant comme un régime, effectivement, là, je peux développer des troubles des conduites alimentaires. Et ça peut être aussi d'autres facteurs, hein. Ça peut être des traumatismes, tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui est traumatisme lié à des séparations, lié à des deuils, lié à des déménagements, lié à un départ pour les études. Ça peut être également du harcèlement, des propos, une remarque à un moment donné, être victime de propos grossophobes ou des choses comme ça. Enfin, il peut vraiment y avoir beaucoup de choses très différentes qui vont être à l'origine du déclenchement finalement du trouble des conduites alimentaires. Et ensuite, donc on a déclenché ce trouble. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est les facteurs d'entretien qui vont faire que oui, il y a eu, j'ai un terrain de vulnérabilité, j'ai voulu mettre en place un régime, je sens qu'il y a des choses dont je perds un petit peu le contrôle, je perds du poids, j'ai envie d'encore en perdre alors que je m'étais fixé une limite, etc. Donc je vois que ça commence à vriller un petit peu, que je me sens pas forcément très bien. Et en fait, il y a des facteurs qui vont faire que ça va se maintenir. C'est-à-dire que je vais pas arrêter ce comportement, je vais le maintenir, je vais l'entretenir en lien avec d'autres facteurs qui vont jouer ce rôle-là. Et ces facteurs d'entretien, donc ils vont être aussi très, très différents d'une personne à l'autre, mais ça va être par exemple, ce qu'on retrouve souvent, la valorisation de la perte de poids ou de l'hyperactivité, une valorisation par la société, par les amis, par la famille qui vont dire ça te va bien, c'est chouette que tu te reprennes en main, que tu fasses du sport, que tu fasses attention à ce que tu manges, etc. Moi je me sens pas forcément bien, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est valorisé. Et du coup, je me dis, je vais peut-être continuer quand même dans ce sens-là, c'est peut-être finalement bénéfique. Enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui vont jouer. Ou alors tout simplement, ça me permet de maîtriser une angoisse que j'avais sur autre chose. Je focalise sur mon alimentation, je sens que ça me permet de focaliser justement, je me sens mieux, etc. Donc il va y avoir comme un bénéfice finalement à la mise en place de ce trouble alimentaire et ou aux symptômes. Et ça va faire en sorte que ça entretienne finalement ces comportements-là. Mais en gros, voilà, il faut bien retenir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on développe des troubles alimentaires. C'est pas une chose qui développe les troubles alimentaires, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont multiples, des facteurs déclenchants qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre, et des facteurs d'entretien qui vont faire que en fait on s'enfonce un petit peu dans ces troubles-là et qui vont s'inscrire finalement dans la vie de la personne et évoluer et s'aggraver et nécessiter une prise en charge
et avec des soins pluridisciplinaires. Ce que vous dites, ça me fait beaucoup écho à votre livre, où vous parlez notamment des injonctions sociétales que l'on peut ressentir. Alors je pense aux femmes, mais maintenant aussi aux hommes, qui sont souvent la cible de publicités qui invitent au régime, où on va prôner le culte du corps parfait. Quel impact a notre société aujourd'hui sur l'apparition ou sur l'aggravation des TCA ? Notre société, elle nous construit en fait dans quelque chose où il y a un culte de l'apparence, un culte quand même de la minceur, des corps musclés, d'une alimentation contrôlée. On entend un peu partout l'alimentation healthy, il faut avoir ceci, cela. Enfin, c'est très valorisé par la société et ça peut majorer chez n'importe qui une insatisfaction corporelle ou la créer en fait, la déclencher. Ça touche aussi bien les femmes que les hommes aujourd'hui. Les hommes sont de plus en plus touchés par des injonctions aussi, même si effectivement les femmes, ça remonte peut-être à il y a plus longtemps. En fait, on se construit avec des croyances qui sont tellement ancrées qu'elles sont elles sont acceptées, elles sont normalisées en fait sur le fait qu'il faudrait manger moins qu'un homme, qu'il faudrait avoir un corps mince pour être beau, il faudrait avoir un corps musclé pour montrer qu'on contrôle bien sa vie, qu'on est au summum de ce qu'on peut prouver, faire, etc. Donc cette valorisation-là, elle, forcément, elle induit chez les personnes... alors, je dis forcément, mais je dois nuancer un petit peu, parce que tout le monde n'est pas touché par ces injonctions sociétales, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont ressentir un mal-être vis-à-vis de ces injonctions, parce que la majorité d'entre nous ne correspond pas en fait aux injonctions qui sont dictées par la société, aux idéaux de minceur qui sont mis en avant, etc. Et donc on va essayer de tendre vers ces idéaux-là en mettant en place des comportements sur le plan alimentaire, sur le plan physique, etc., ou juste en se dévalorisant, en se sentant très très mal, et derrière, ça va engendrer de la souffrance, ça peut engendrer des troubles des conduites alimentaires, ça peut faire partie du terreau dont on parlait tout à l'heure, dans lequel va venir se développer les troubles des conduites alimentaires en association à un facteur déclenchant, ou à d'autres choses, comme je le disais tout à l'heure. Mais effectivement, pour moi, les injonctions, la pression sociétale qu'on a sur les corps, sur l'alimentation, sur l'hypercontrôle, etc., qu'on devrait avoir de nos vies, elle est un facteur, elle fait partie des facteurs qui vont être à l'origine ou aggraver des troubles des conduites alimentaires. Je pense aussi aux ados qui sont souvent la cible des publicités ou des réseaux sociaux où on leur vend à l'image d'un corps lisse et parfait, ce qui doit être aussi particulièrement difficile dans une période de vie où déjà le corps change et évolue. On le voit chez les jeunes, le nombre de cas a vraiment augmenté en fait ces dernières années. Alors il y a le Covid qui a joué, mais pas que. On peut pas. Il y a pas que le Covid. Il y a plein de choses qui ont fait que ça se majore, et il y a une petite part qui, je pense, est liée aux réseaux sociaux, même s'ils sont pas complètement responsables de tout ça, mais tout ce qu'on retrouve autour des filtres sur les réseaux sociaux, ça c'est une part qui est quand même assez importante. Tout ce qui est retouche photo, tout ce qui est exposition de corps, soit retouché, soit dans des dispositions qui permettent d'être à son avantage, ça va créer beaucoup de complexes chez les jeunes qui, des fois même, ne veulent plus se prendre en photo sans filtre et vont essayer en fait de tendre vers ce qu'ils ressemblent avec un filtre qui serait dit comme étant un idéal, et qui vont du coup, en se voyant dans le miroir le matin, il n'y a pas de filtre dans le miroir, vont se sentir hyper insatisfaits en fait de leur image. Et ça, c'est un gros risque derrière de développer des troubles des conduites alimentaires. Donc effectivement, les jeunes aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, mais pas que, peuvent être vraiment impactés par l'insatisfaction corporelle, par cette pression, et développer d'autant plus de troubles des conduites alimentaires. Après, petit bémol quand même, les réseaux sociaux peuvent aussi être très aidants
dans la prévention des troubles et dans l'amélioration des troubles. Enfin voilà, il faut surtout pas faire un raccourci trop rapide, trop direct entre les réseaux sociaux et les troubles alimentaires. C'est à cause des réseaux sociaux. C'est pas le cas. C'est un ensemble de choses, mais effectivement, il y a une partie sur les réseaux qui peut être à risque. On est bien d'accord avec tout ça. Les réseaux sociaux sont en effet un outil dont il faut savoir faire bon usage, mais qui comporte aussi plein d'avantages. Pour continuer sur une autre note, peut-être, comment est-ce que vous pourriez définir ce que c'est qu'une relation saine et apaisée avec son corps et son alimentation ? Alors, comment définir une relation saine avec son corps et son alimentation et apaisée ? C'est le fait de plus avoir en fait de préoccupations autour de ça, de plus se poser de questions en fait, de pouvoir répondre à ses envies, à ses besoins, de se faire plaisir avec l'alimentation, que ça devienne pas quelque chose qu'on ait besoin de contrôler ou qui induise de la culpabilité. Et puis pouvoir faire la paix avec son corps. Et faire la paix avec son corps, ça veut pas forcément dire l'aimer tout le temps. Ça veut dire accepter que c'est notre corps, que c'est celui qu'on a, qui est génétiquement déterminé, et que on peut pas vraiment le changer. On peut, il y a des petites choses qui peuvent être modifiées bien sûr, mais globalement, on peut pas aller contre notre morphologie, et que donc peut-être des fois je me sens bien avec, des fois je me sens jolie avec, des fois je le mets en valeur d'une certaine façon qui me permet de l'apprécier, des fois pas. Et en fait, c'est pas grave, et c'est pouvoir me rattacher derrière à tout ce que ce corps me permet de faire dans la vie de tous les jours, le métier qui me permet de faire, les relations sociales qui m'a permis d'avoir, le plaisir que je ressens quand je l'utilise pour aller faire du sport, pour aller au restaurant, pour aller faire la fête, pour discuter avec les amis, le plaisir qui m'apporte à pouvoir fonder ma famille, pouvoir voyager, pouvoir échanger, etc., etc. Et c'est un ensemble, en fait, cette relation apaisée avec mon corps, mon alimentation, c'est vraiment pouvoir se décaler de tous ces complexes et ces contrôles qu'on veut absolument avoir sur les choses, et pouvoir se recentrer sur tout le positif, en fait, que ça nous apporte, aussi bien le corps que l'alimentation. Et donc c'est quelque chose qu'il est possible de ressentir même après plusieurs années de TCA. Laurine nous l'explique d'ailleurs très bien dans son témoignage, où elle parle aussi de sa guérison totale depuis plusieurs années. Vous êtes d'ailleurs vous une psychiatre qui parle souvent avec ce mot guérison, que tout le monde n'ose pas, j'ai envie de dire, prononcer. Selon vous, quelle est l'offre de soins, d'accompagnement qui permet d'amorcer ce travail, ce chemin vers le rétablissement ou vers la guérison ? Alors, déjà, j'ose parler de guérison parce que c'est une vérité. Ça, c'est important. La guérison, elle est possible, et quel que soit le trouble des conduites alimentaires, quelle que soit la durée d'évolution du trouble, quelles que soient les complications qu'on a eues, quelle que soit la gravité des symptômes dans lesquels on est allé, il faut vraiment garder ça en tête. La guérison est possible. Alors bien sûr, elle n'est pas systématique, mais elle est possible, et il faut garder vraiment cette idée en tête et cet espoir-là pour aller au bout des soins, pour aller au bout de la démarche, pour vraiment réussir à sortir des troubles, et pas se dire « Non mais de toute façon, moi ça fait trop longtemps que je suis malade, donc je vais rester avec des symptômes et puis c'est tout, je vais apprendre à vivre avec. » Non, en fait, des fois c'est ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut plutôt se dire « Je vais aller encore plus loin, je vais essayer, je vais m'accrocher, parce que je sais que même si là aujourd'hui j'ai encore des symptômes, je peux en sortir complètement. » Donc c'est pour ça que moi je garde ce discours-là, et je suis loin d'être la seule. En tout cas dans mon entourage professionnel, on est tous sur ce discours-là. Et pour ce faire, on sait que plus les soins sont précoces, déjà mieux c'est. Donc après, on peut pas toujours avoir accès aux soins au tout début des troubles. Puis il y a une forme de déni souvent au début qui du coup limite la possibilité d'accès aux soins. Mais plus je les mets en place tôt, mieux c'est. Donc j'attends pas de me sentir légitime et d'être complètement dénutrie ou d'avoir des complications médicales pour aller vers les soins. J'essaie d'y aller le plus vite possible. Et plus les soins sont pluridisciplinaires, mieux c'est.
C'est-à-dire que il faut que je puisse avoir une prise en charge aussi bien en psychothérapie, en nutrition, au niveau psychiatrique et au niveau somatique, c'est-à-dire avec le médecin généraliste, que je puisse avoir des surveillances, etc. Et il faut qu'on travaille en coordination, l'ensemble des professionnels. Alors des fois, il y en a d'autres en plus, en fonction des spécificités de chacun, en fait, des personnes qui souffrent. Il peut y avoir des kinés, il peut y avoir sophrologues, il peut y avoir des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Donc ça va dépendre des personnes, et tout ce monde-là est censé travailler en coordination pour justement aider la personne à avancer vers ce chemin de la guérison. Et ce qui va être important, c'est qu'on va travailler beaucoup la motivation de la personne aussi. Nous, en tant que psychiatre ou en tant que psychologue, on va travailler le pourquoi est-ce que j'ai envie de m'en sortir, vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui me motive, quels sont les aspects positifs de la guérison, quels sont les aspects finalement positifs qui me rendent un peu ambivalent par rapport à cette envie de guérir. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de rester dans les troubles? Pourquoi est-ce que j'aurais pas envie de rester dans les troubles? Enfin voilà, on essaye de vraiment travailler cette motivation-là et d'aider la personne à construire son propre projet et qu'elle tende vers vraiment ses propres objectifs pour avoir ce moteur-là qui est nécessaire à la guérison. La suite de ma question allait être de vous demander quelles étaient les thérapies qui marchent pour accompagner les personnes qui souffrent de TCA. Néanmoins, avec ce que j'entends déjà dans votre précédente réponse, c'est que c'est cette prise en charge pluridisciplinaire de la personne qui va être vraiment très importante et qui va permettre de conduire aussi à une réflexion commune de qu'est-ce qui est le meilleur pour la personne qu'on va accompagner. Ouais, c'est ça. Ça va être vraiment quelque chose, pour moi et pour beaucoup de professionnels, la prise en charge, elle doit vraiment être personnalisée pour ces personnes-là. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça fait partie des recommandations. C'est qu'il y a des thérapies qui fonctionnent, qui sont plus efficaces que d'autres. Mais encore une fois, ça dépend des personnes et ça va pas correspondre à tout le monde. J'ai regardé un petit peu juste avant qu'on fasse ce podcast-là sur les dernières études. J'ai retrouvé une méta-analyse de 2022, donc qui reprend en fait plein d'études qui ont été faites pour voir un petit peu ce qui est efficace en termes de thérapie dans les troubles des conduites alimentaires. Et il mettait vraiment en avant ce qui est déjà dans les recommandations, l'efficacité, l'intérêt de la thérapie familiale, on n'en a pas encore parlé, la thérapie familiale chez les ados, aussi bien dans l'anorexie mentale que dans la boulimie. Donc ça, c'est quelque chose qui, on sait, fonctionne bien. Alors, encore une fois, ça va pas parler à tous les patients, ça va pas être possible pour toutes les familles, mais c'est des choses qui sont recommandées et qui sont évaluées comme étant efficaces dans la prise en charge. On va avoir aussi la mise en avant de thérapies type TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales dans la prise en charge, aussi bien de l'anorexie mentale et de la boulimie nerveuse chez l'adulte, et de psychothérapie plus vaste dans l'hyperphagie boulimique. Donc dans les thérapie plus psychothérapie, on va plus être sur la thérapie familiale, la thérapie cognitive et comportementale, les psychothérapies de gestion émotionnelle, de soutien, etc. pour les troubles des conduites alimentaires. Mais encore une fois, c'est un projet qui est personnalisé, qui est adapté en fonction de chacun, des besoins de chacun. Et puis des fois, on ira plutôt vers carrément autre chose, vers des prises en charge de psychotrauma avec de l'EMDR ou des choses comme ça, où on peut aller vers de la psychanalyse si c'est quelque chose qui parle aux patients et qu'on voit que ça peut avoir un intérêt. Enfin voilà, donc il peut, comme on le disait juste avant, c'est vraiment hyper adapté et personnalisé en fonction du patient. Pour en revenir à ce que vous disiez juste avant et pour être sûr de bien comprendre, donc la thérapie familiale, c'est une thérapie donc qui invite l'entourage familial, c'est-à-dire par exemple, on pourrait imaginer l'adolescent et ses parents pour échanger autour du trouble. Alors, il y a deux choses. Il y a la thérapie familiale, c'est vraiment une prise en charge spécifique qui va pas mettre au centre de la thérapie la personne qui souffre de troubles alimentaires. C'est vraiment un travail de système où l'ensemble des personnes qui sont là de la famille en thérapie sont là pour la famille. Donc on va pas cibler la personne malade en fait. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment un travail du système familial qui
on le sait, peut aider vraiment à débloquer certaines choses, des fois à limiter l'entretien des symptômes alimentaires au sein de la famille, qui permettrait d'avoir un équilibre au sein de la famille. Donc voilà, ça va vraiment être un travail de la famille. Et à côté de ça, on peut proposer des entretiens familiaux qui sont différents. Donc c'est pas une thérapie spécifique, c'est des entretiens avec les parents, par exemple, avec les conjoints, avec la fratrie, pour justement reprendre la situation, essayer de mieux comprendre ce que c'est que la maladie, les répercussions de la maladie, essayer de voir comment chacun peut se positionner aussi à la maison. Des parents avec leur enfant, comment faire à table si elle veut pas manger, est-ce que c'est moi qui cuisine, est-ce que c'est elle qui cuisine, enfin sur des questions assez pratiques et sur la question des symptômes, des complications possibles, de l'évolution, de la place de chacun par rapport aux troubles. Donc ça c'est plus des entretiens familiaux et ce dont je parlais juste avant, c'est de la thérapie familiale qui c'est encore différent. Mais les deux se complètent en fait. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Il me reste 2 questions à vous poser. On entend souvent un lien entre TCA et la question des addictions. Vous êtes d'ailleurs psychiatre spécialisé TCA et addictologue. Quel lien vous pourriez faire entre ces 2 troubles ? Alors, on rapproche souvent les troubles des conduites alimentaires des addictions comportementales. Il y a en effet des similitudes et il y a aussi des aspects différents et plus spécifiques des troubles des conduites alimentaires. Par exemple, il y a des comportements au sein des troubles des conduites alimentaires qui peuvent être comparés à une addiction, par exemple à une substance. Les personnes, ils vont ressentir vraiment, par exemple dans la boulimie nerveuse, beaucoup, l'hyperphagie boulimique, une envie irrépressible de faire une crise de boulimie, une crise d'hyperphagie, ce qu'on appelle un craving en fait. Et le craving, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve systématiquement dans l'addiction aux substances. On va avoir des personnes qui vont avoir une envie irrépressible de consommer de l'alcool, une envie irrépressible de consommer de la cocaïne, de l'héroïne, enfin voilà. On le retrouve en fait dans les addictions aux substances. Et donc en ça, on peut voir effectivement un parallèle entre ces cravings de faire des crises et ces cravings de consommer une substance. Donc il y a vraiment et puis quelque chose qui emprisonne la personne, qui ne peut pas contrôler en fait ce comportement, ça s'impose à elle et elle est obligée d'aller au bout de ce comportement-là. On va un peu le retrouver aussi, alors certains disent par rapport à la perte de poids dans l'anorexie mentale, avec une addiction un petit peu à la perte de poids. Une addiction à l'envie de voir ce chiffre sur la balance qui descend, avec le besoin irrépressible de se peser, de continuer à aller dans ce sens-là. Il y a aussi d'autres parallèles qu'on peut faire, c'est que dans les troubles des conduites alimentaires, il peut y avoir en fait des transferts d'un comportement à l'autre, d'un trouble à l'autre, comme on le voit souvent dans les addictions. On peut avoir quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, qui va réussir à se sevrer, mais qui en parallèle, par exemple, va augmenter sa consommation de tabac. Parce que du coup, il compense une addiction par une autre. Ou il transfère d'une addiction vers une autre. Et en fait, dans les troubles des conduites alimentaires, il peut y avoir comme ça des transferts aussi entre de la restriction très importante, puis tout doucement des crises d'hyperphagie qui se mettent en place, et puis je vais finalement vriller vers un trouble plus de boulimie nerveuse. Donc par rapport à ça, il y a effectivement des similitudes. Et d'un autre côté, il y a aussi il y a aussi des différences. Donc moi, je dirais pas que ce sont des addictions comportementales pures. Il y a des spécificités à part entière pour les troubles des conduites alimentaires. Le fait d'avoir des perturbations de l'image, par exemple, mais aussi tout simplement le fait de pouvoir guérir complètement de la maladie. Et la vue de cette guérison est vraiment importante et j'ai vraiment envie de conclure aussi là-dessus. J'aimerais maintenant m'adresser aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui peut-être se sont reconnus dans les troubles que vous avez cités tout à l'heure, ou qui peut-être ont reconnu un proche qui pourrait souffrir de TCA. Quels conseils vous pourriez leur donner, qui contacter, comment se faire aider ? Alors tout dépend des personnes, mais ne pas rester seul avec ça, en parler le plus vite possible,
Alors ça peut être à la famille dans un premier temps, si on se sent bien avec sa famille et qu'on se sent capable d'en parler. Ça peut être aussi avec le médecin généraliste qui est souvent la première personne qu'on voit en termes de soins. Dans les soins. Après, il existe aussi d'autres choses qui sont possibles pour parler plus spécifiquement du trouble des conduites alimentaires. Je le rappelle souvent, il y a une ligne d'écoute, numéro donc anonyme, non surtaxé, qui vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez ou juste de pouvoir discuter de votre situation avec soit un professionnel, médecin, soit un psychologue, soit des associations de famille. Donc voilà, ça dépend du jour auquel vous appelez. Et donc ce numéro s'appelle Anorexie Boulimie Info Écoute, et donc vous pouvez composer le 09 69 325 900. Tout ça, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie qui reprend cette ligne d'écoute-là et qui vous permet aussi d'avoir un annuaire de professionnels de santé spécialisés dans des structures publiques en fonction du lieu où vous habitez. Donc le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie, c'est vraiment le site sur lequel vous allez pouvoir trouver des informations en termes de soins spécifiques en fonction de votre région, de votre ville. Et vous pourrez trouver les informations sur la ligne d'écoute qui vous permet anonymement, que vous soyez mineur, majeur, que vous soyez un parent, que vous soyez quelqu'un qui souffre, de pouvoir appeler et échanger avec une association, un professionnel, un psychologue, un médecin, en fonction des jours. Voilà, ce site et ce numéro de téléphone peuvent être des portes d'entrée pour ensuite accéder aux soins. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Merci et surtout bravo à vous, puisque 1h15 de podcast, c'est beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines où j'aurai le plaisir et la chance d'accueillir Fanny. Fanny est facilitatrice en biodanza et elle nous parlera de son parcours, mais aussi des différentes interventions qu'elle a pu faire dans un centre médical psychiatrique pour adolescents. À bientôt!